Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 10. Alex Lehoux, porter des projets de médiation équine, qui, quoi, comment. Bonjour à tous, alors moi je vais vous présenter une intervention sur surtout les enjeux stratégiques de portage des projets de médiation équine de manière générale, à la fois qu'on sorte de formation, qu'on ait commencé, qu'on soit chez soi, bref, on va travailler un peu tous les leviers. Le titre est assez sage comme ça, mais on aurait pu plutôt se demander pourquoi le bénévolat en médiation équine. Et donc voilà. Tout simplement, pourquoi bénévolat ou précarité pour faire un peu plus sérieux. On repart des chiffres de l'IFCE, ils datent de 2018, mais avec les conjonctures actuelles économiques, on peut se dire qu'ils sont soit très réels, soit encore plus graves que ce qu'ils nous disaient. Publié en 2020, donc on avait moins de 10% qui répondaient qu'ils avaient une activité rentable, un quart qui était déficitaire, 54% qui n'étaient pas dans leur activité principale de médiation. Et donc, autrement dit, on a une pratique qui reste trop chère pour les personnes qui veulent y avoir accès et trop incertaine pour les professionnels parce qu'on a un manque d'une architecture d'accès et de financement. Je vois qu'on prend la photo, je vous laisserai mon adresse mail à la fin. Vous m'enverrez un mail et je ferai suivre le diaporama, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre des photos, ça peut être un peu pas très agréable pour vous à voir après. Donc, comment on fait pour trouver cette architecture de lisibilité afin de porter nos projets de manière viable? Eh bien, il faut sortir un petit peu des débats internes de la filière sur les catégories de nomination qui nous prennent beaucoup de temps pour commencer à se demander comment on est lisible pour les yeux de ceux qui veulent nous trouver et donc qui vont nous financer. Donc c'est pas tant le nom le plus juste que ce que la lisibilité de la pratique permet de produire, puisque rarement j'ai vu une institution se demander est-ce que vous vous appelez praticien de médiation équine ou vraiment équithérapeute ou équicoach, mais vraiment de se demander qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi, pour qui et j'ai quel risque. Et donc voilà, une profession, elle ne devient pas forcément accessible parce qu'elle a tranché toutes ces querelles d'appellation, elle le devient lorsque on rencontre une personne ou que l'institution va savoir à qui s'adresser pour quoi faire. Et tout ça, c'est une question de rhétorique. Et en fait, dans quelle langue est-ce qu'on va s'adresser à eux pour être compris? Quand on porte un projet de médiation équine, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des interlocuteurs à qui on va parler, ce ne sont pas des professionnels de la filière. Ils ne savent pas, soit ils ne connaissent rien au cheval, soit ils connaissent le soin, mais que très rarement la médiation équine, soit ils connaissent les budgets, les appels à projets, etc. et ils ne verront jamais une séance, même s'ils vous financent. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qu'on doit convaincre et qui vont orienter, qui vont signer les conventions et qui vont défendre le projet auprès des commissions. Que ça nous plaise ou non, c'est eux. Et donc, la question, ça devient comment on présente le même projet à différents interlocuteurs, que ce soit la personne accompagnée, la famille, le médecin qui va être prescripteur, une direction d'établissement ou un financeur, peut-être national ou institutionnel. Et ce qui change, c'est pas le projet, c'est ce que chacun a besoin de comprendre. Chaque interlocuteur va engager un régime différent, que ce soit la confiance, la responsabilité, le budget, la prise de décision ou le fait de rendre des comptes. Et en fonction de ça, on va adapter notre discours. Je vais vous présenter chacun d'eux que j'ai cités pour faire quelques petits exemples. Tout d'abord, la famille, les proches, les personnes concernées. Là, on est dans une relation one-one, c'est assez facile. On sait sur quoi on doit rassurer. Le régime, c'est celui de l'écoute, de la sécurité et de l'accessibilité. La personne, elle veut savoir si elle peut vous faire confiance, si elle peut engager ses finances dans cette pratique-là, peut-être au détriment d'autres activités pour son foyer, et est-ce que ça peut vraiment lui faire du bien? Donc, ce qu'on doit travailler, c'est la relation, la sécurité et l'accessibilité. Expliquer simplement ce qui va se passer, quelle place aura le cheval, quelle place aura la personne, ce que l'on propose, ce que l'on ne promet pas et le coût réel. Maintenant, on change de régime. Le professionnel prescripteur, quand je dis prescripteur, je pense au médecin, je pense à l'EduxP, je pense à l'ostéo, je pense à... Qu'importe, même l'enseignant qui va avoir une idée.
la personne qui a une autre casquette professionnelle qui va se dire pour cet enfant-là, pour cette personne-là, ça peut être intéressant. Alors lui, il peut être sensible à l'idée de la médiation équine, il peut se dire que c'est génial, mais il va engager sa responsabilité, donc il lui faut des arguments. Il faut qu'il puisse expliquer derrière à sa hiérarchie, à son équipe, parfois à des commissions aussi, que l'idée elle est justifiée. Aussi là où cette pratique de médiation équine, elle va pouvoir entrer dans un parcours de soins, dans un parcours plus large et que ça soit pertinent. Ce professionnel-là, il est vraiment stratégique parce que lui, il a en général une patientèle large ou un nombre d'interlocuteurs pour les enseignants extrêmement élevé, quand on sait le nombre de classes que les enseignants ont maintenant. Il connaît donc les personnes, les difficultés, il peut repérer des choses auxquelles le praticien n'a pas accès. Et il peut voir aussi tout ce qu'on a essayé mais qui n'a pas forcément marché pour différents parcours et ce que donc un espace de médiation équine va réussir à amener de nouveau. Et donc il doit savoir vraiment quand on lui présente l'activité, pour qui, à quel moment, avec quels objectifs raisonnables, quelles précautions, quelles limites, comment ça s'articule avec l'existant et éventuellement des bouts de recherche disponibles qu'on lui a vulgarisés par avant. On ne doit pas laisser tout le travail de traduction à faire tout seul, sinon il n'a pas le temps, il est épuisé et il va convaincre personne. Et donc il faut être capable de vraiment lui demander de quoi avez-vous besoin pour que vous m'orientez une personne. De quoi vous avez besoin pour que votre équipe ou votre direction suive. Quelle objection avez-vous qu'on va déjà vous donner et qu'il faut lever? Qu'est-ce que je peux vous aider maintenant tout de suite? Et donc, c'est vraiment les éléments nécessaires pour faire entrer la médiation équine dans son propre cadre de travail. C'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement lui parler de la rencontre avec le cheval, du sensible, parce que tout ça, peut-être qu'il est déjà d'accord, mais ça va le rendre désarmé face aux autres instances qu'il va rencontrer. Et si il est désarmé face aux objections qu'on va lui donner, il va prescrire une fois, il va orienter une fois, et puis plus jamais. Il ne va pas reprendre le risque. Pour les directions et les institutionnels, je sais qu'il y en a pas mal qui les adorent, que les relations sont géniales avec ces personnes-là, parce que la direction, elle regarde un projet depuis ses propres lignes, c'est-à-dire ses budgets, ses obligations, ses priorités, l'agenda politique qu'on sous-estime trop et les résultats qu'elle doit rendre visibles. Elle veut savoir concrètement, rapidement, où est-ce qu'elle fait entrer le projet dans son projet d'établissement, qu'est-ce qu'il doit faire lui et ce qu'il peut défendre pour faire ses comptes rendus et ses rapports qualité. Voilà. Et donc avec une direction, il faut accepter de savoir combien ça coûte. Est-ce que le fait de faire intervenir un praticien en médiation équine, ça peut lui ouvrir des financements annexes auxquels il n'a pas accès pour le moment? Est-ce que ça améliore une réponse qu'il apporte déjà mais avec laquelle il est en difficulté? Et est-ce qu'il peut le défendre en conseil d'administration? Donc il faut accepter de parler argent, chiffres, preuves, appel à projet, coût par bénéficiaire et effet observable. Notre travail, c'est pas de lui demander d'aimer la médiation équine, c'est pas de lui faire sentir la sensibilité de l'humain et du cheval, c'est de lui donner des raisons concrètes, de signer la convention et de financer derrière. Donc, il faut aussi accepter de ne pas parler toujours comme on aimerait de son travail. Et on a d'autres personnalités qu'on oublie un peu, les mécènes et les donateurs. Quand je pense à des mécènes et des donateurs, je pense à des PDG, je pense à des personnalités publiques, je pense à des fondations qui financent pas mal et qui ont des audiences. Et à ces personnes-là, le projet va devenir crédible et finançable si la somme engagée va se transformer comme quelque chose qui peut valoriser leur image, qu'ils vont pouvoir capitaliser, sur lequel ils vont pouvoir communiquer. Ils vont demander pourquoi le projet est un projet d'intérêt général. Est-ce que, aussi, ça lui ouvre à des défiscalisations, des réductions d'impôts? Ce qu'ils pourront raconter de leur engagement. Et donc, il faut accepter de parler, pas forcément de sa pratique, de ce qu'on fait en séance, mais de ce que eux, sur leur image, ça peut apporter, comment on va valoriser leur engagement et le chèque qu'ils vont signer, et les exemples, arriver déjà avec des exemples de communication possibles. Et là aussi, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait en séance, mais c'est ce qui va les faire passer à l'acte et les faire s'engager. Tout ça, ça se travaille. Ça veut dire que c'est possible de le faire, c'est une gymnastique, mais en fonction des personas, donc voilà, des types de personnes que j'ai présentées avant, vous pouvez travailler des briques de présentation, de faire le tri dans vos discours, de vraiment ce qui va les intéresser, et de supprimer tout ce à quoi vous tenez, que vous avez envie de leur dire, mais qui ne va pas les intéresser, sauf si on vous pose la question. Et évidemment, donc, on a un même projet, 4 langues, ça c'est juste une diapo récap que vous pourrez revenir voir une fois que je vous aurai envoyé
le diaporama. Et donc chaque interlocuteur, c'est pas une présentation plus courte ou plus longue de la même chose, c'est vraiment choisir ce qui va leur être intelligible. Et aussi, malheureusement, quand on présente un projet, qui dit présentation, dit une autre personne, et donc des objections, des critiques et ou des préjugés. Et quand on vous oppose une critique, c'est pas forcément contre vous et contre votre pratique. Ça veut dire que la personne que vous avez en face de vous n'a pas encore la bonne image de ce que vous faites. Et il va falloir aller la rejoindre dans ses préjugés, même s'ils ne sont pas agréables à entendre, pour venir gentiment les déconstruire et les orienter vers là où vous avez envie d'aller. Ces objections aussi, elles se préparent, pas pour être mécaniques ou robotiques, mais pour avoir des réponses et que ça soit fluide. Les régimes d'objection, elles sont assez prévisibles. La personne, le parent, on est globalement sur « est-ce que je peux vous faire confiance ?» alors que je suis déjà vulnérable. Voilà, on est sur ça. Sur le prescripteur, c'est vraiment la responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication, etc. Donc on est sur de la donnée, de la langue qui est concrète. La direction, c'est est-ce que je peux financer sans fragiliser le reste de mon établissement ? Et donc là, on est sur non, je vais m'intégrer à votre fonctionnement, je vais apprendre, je vais regarder comment vos régimes de pouvoir sont organisés et je ne vais pas mettre le bazar là-dedans. Et le mécène, en général, c'est ils veulent avoir du contrôle sur ce qui va être produit, attaché à leur nom. Et là, c'est simplement rassurer, leur dire on va voir avec vous avant de partager des supports de communication. Il y aura une double validation. Il peut y en avoir d'autres, mais plus on en pense, moins on est désarmé. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est assez génial, mais en fonction de où on en est, on ne rentre pas par le même endroit. Et donc là, je voulais vous présenter, donc par où on rentre, c'est savoir aussi où on en est. C'est pas pourquoi je fais ça, hein. Attention, on ne part pas sur pourquoi je fais ce métier-là. Si vous êtes là, vous savez déjà pourquoi vous faites ce métier-là, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est où est-ce que vous en êtes dans votre activité et quelle cause vous êtes prêt à engager et comme temps par rapport aux démarches qu'il y aura à faire. Il faut donc distinguer les moments de son projet. Est-ce que vous êtes au moment de l'intuition ? Vous savez ce que vous voulez faire, mais c'est pas très clair. Au moment de l'expérimentation, il y a déjà des suivis mis en place. Est-ce qu'on est dans une activité naissante ? L'activité, elle est installée. Est-ce qu'on structure ? Est-ce qu'on change d'échelle ? Quelle est la volonté ? Ce que vous cherchez maintenant tout de suite, vous voulez durer, vous voulez acheter ponctuellement du matériel, vous voulez salarier ? Ou bien, vous voulez structurer à une échelle plus large, vous voulez vous rendre visible, être reconnu ou entrer dans un partenariat d'utilité publique. Et en fonction de ça, les voies ne sont pas les mêmes pour pérenniser. Il n'y en a pas une meilleure que les autres, c'est juste pas le même chemin. Et donc voilà, je vais vous présenter plusieurs parcours parce qu'il y a un public qui est assez divers et c'est pas de la science infuse, hein. C'est pas obligatoire, c'est simplement pour vous donner des billes et après je prendrai vos questions au cas par cas. Parcours 1, la sortie de formation, début d'activité, on n'a pas de cavalerie, on n'a pas de lieu. Et on a besoin de rentrer dans le réel, mais on ne sait pas trop par où aller, donc vers qui on se tourne ? Et bien on se tourne vers les personnes vers qui on va être abordable, à qui on va rapporter quelque chose et pour qui on est facile. Et pour ça, on a d'abord les centres équestres, les anciens lieux de stage ou les structures déjà existantes. Pourquoi ? Parce que pour les centres équestres, on est sur des heures faciles qui ne rentrent pas dans le plan de charge des moniteurs. Ça peut être l'heure du déjeuner, ça peut être ailleurs. Et aussi des heures perçues comme faciles pour les chevaux. On n'est peut-être pas tous d'accord avec ça, mais c'est la manière de le présenter, c'est une réalité dans le fonctionnement équestre. Pour les anciens lieux de stage, c'est la continuité et la confiance. Ça peut permettre aussi à vos maîtres de stage de se libérer du temps pour porter des projets plus grands ou faire d'autres choses où ils ont besoin de déléguer. Et donc, il faut vraiment capitaliser sur à la fois le fait d'être fluide, d'être pratique, et aussi l'étiquette qui est en vogue socialement, qui est aussi de faire du soin autrement. Voilà, donc ce qu'on fait concrètement, on appelle, on se déplace, on active le réseau de formation, on parle avec les formateurs, les autres de la promotion, bon j'ai pas inventé l'eau chaude en vous disant ça, et surtout on continue la formation continue. On va à des formations qui sont en dehors aussi juste de la médiation équine, parce que parfois ça tient à une rencontre, de rencontrer un professionnel à un endroit, et on est parti. Le début d'activité, premier suivi, première base, bon bah voilà, on a des premiers accompagnements mis en place et on n'a pas encore une volonté d'institutionnalisation, je vais l'arriver, qui est trop forte. Donc on a une clientèle directe, on a du bouche à oreille, on a une petite présence sur les réseaux et on essaye de se tourner vers l'entourage élargi des premiers bénéficiaires.
Il faut vraiment pas sous-estimer le fait de s'intéresser aux catégories socio-professionnelles de vos bénéficiaires. S'il y a des enfants, vous avez 2 parents. S'il y a des adultes, vous avez peut-être des conjoints, des familles et autres. Il y a forcément des gens qui travaillent dans le milieu du médico-social et qui ne connaissent pas, ou qui vont connaître, qui vont être sensibilisés et qui pourront vous relayer derrière. Pour aussi continuer à fédérer, on peut organiser des événements autour de la médiation équine et les faire participer à la vie. Il y a aussi donc de prendre ces temps informels avec les bénéficiaires, même si c'est du temps. Mobiliser les familles, donc voilà, c'est ce que je disais, et aussi peut-être éventuellement pour sécuriser la trésorerie, monter des crowdfunding et des tarifications solidaires, si on est que ça, parce que je prendrai la question après. Le parcours 3, on a déjà une activité réelle, on a les premiers, et on veut se tourner vers nos premiers relais locaux possibles. On souhaite avoir éventuellement son propre lieu et ses propres équidés. Donc on va se tourner vers les échelons locaux, les partenaires territoriaux, les acteurs locaux du soin, du social et de l'éducatif. Et ce qu'on valorise, c'est qu'on existe déjà. On valorise ce qu'on a fait réellement aussi, ce qu'on veut continuer à rendre possible, et la dimension d'intérêt général de la pratique. Ce qu'il faut avoir travaillé avant, par contre, à ce moment-là, c'est un retour réflexif sur ce qu'on fait, des exemples, des cas, des données, des chiffres, et une compréhension plus nette de ce qu'on apporte. Et pour ça aussi, il faut s'être intéressé en amont aux conditions d'exercice, aux contraintes de l'endroit situé où vous êtes. Ça ne peut pas se faire hors sol. Vous avez le droit, à ce moment-là aussi, d'assumer votre besoin de lien. C'est pas parce que vous grandissez que quand vous arrivez quelque part, de dire je veux des partenariats, on va entendre ah non, on va entendre que je suis faible et que je suis toute seule. Non, j'ai une activité qui fonctionne, je veux faire du lien, je veux rentrer dans un maillage territorial, je l'assume et j'ai le droit. C'est pas péjoratif. On identifie aussi les associations de secteurs qui sont déjà porteuses et qui ont déjà des financements. Et on va leur demander comment ils ont fait, quels dossiers ils ont déposés, parce que c'est pas forcément les voies les plus logiques et les plus celles qu'on aurait attendues qu'ils ont eues. Aller dans les écoles, les maisons de retraite, bref, tous les lieux un peu intergénérationnels justement pour diffuser dans les catégories socio-professionnelles dont je vous parlais. Là, on a déjà une activité, mais on a besoin de montants un peu plus gros, donc on va chercher les mécènes, les subventions, les fondations plus importantes, les appels à projets structurés et les conventions. Pour ça, on est identifiable professionnellement, on a une clientèle qui est déjà engagée, c'est ce qu'on valorise parce que ça veut dire qu'on a un retour sur investissement qui va être immédiat. Les conditions de la pratique sont déjà viables et on a un besoin matériel identifié et concret pour prolonger l'égalité d'accès à la pratique. Là, on peut jouer à ce niveau-là, de se dire « Ok, là, j'ai qu'une partie, mes tarifs sont élevés ou alors je ne peux pas avoir les plus vulnérables. » Et c'est à ça que sont sensibles les fondations plus importantes, les collectivités et les mécènes. Malheureusement ou heureusement, cette partie-là, elle demande souvent de se positionner politiquement et de montrer à quoi va servir l'argent. Donc il faut réussir à être très très transparent et très aligné avec là où on veut être exposé. Le parcours 5, bon voilà, je l'avais fait, mais c'est quand on est vraiment très adulte, ce qui n'est pas encore mon cas. C'est quand on veut structurer, faire de la formation ou vraiment donner du lien. Là, vers qui on se tourne vers les certifications, les comités d'éthique, les conseils scientifiques, les députés et les commissions parlementaires. Ne sous-estimons pas ces choses qui sont très barbantes, mais qui sont ceux qui écrivent les lois, par exemple. Pour ça, on valorise qu'on a un bassin de clientèle important, on a des comptes rendus de sa pratique et de ses effets positifs, on a une capacité à s'inscrire dans une réflexion qui va être globale, on sait dialoguer avec des instances structurantes et on sait se situer dans le paysage large et on a aussi une capacité de veille sur tous les appels à projets, tout ce qui se fait et tout ce qui est porteur. Petite conclusion avant de prendre vos questions. Pour préparer cette intervention à l'origine, je voulais intégrer des verbatims de professionnels. Alors au final, je ne l'ai pas fait parce que dans le questionnaire et dans les réponses qu'on m'a données, j'ai été assez surprise de ce qui est sorti. Moi, ce dont je voulais qu'on me parle, c'était de la difficulté de faire des partenariats avec des institutions, les difficultés de légitimité éventuellement, bref, un peu tout ce que je creusais et ce que j'avais envie de présenter pour savoir quelle bille je donne pendant l'intervention. Et à ma grande surprise, ce n'est pas ce qui est sorti. Sur 63 réponses, j'ai eu 48 personnes qui m'ont parlé non pas de la problématique avec les institutions, mais des mentions de dévalorisation ou violence entre praticiens. C'est-à-dire violence. Ça peut dire... Concurrence. Oui, bah alors la concurrence, ça peut être très chouette. Hein.
Quand je dis violence, c'est de la délégitimation sur des titres, des non-prises en stage en fonction des écoles d'où l'on vient. Toi, t'es qui thérapeute, toi, t'es pas... Voilà, tout ça. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage pour un métier dans lequel on travaille sur le lien, le soin, la vulnérabilité. Et donc, je pouvais pas ne rien faire de ce chiffre, parce que 48 sur 63, c'est un peu beaucoup. Et c'est tellement réel, et merci au CIPME d'exister, parce que on a tous fait des formations dans des écoles différentes où chacun croyait détenir la vérité parfois. Et merci à cette belle évolution, on peut tous avoir une belle complémentarité. Voilà, donc moi, je vais vous lier je finis juste et je vous prends après. Je vais juste vous lier à mon sujet, c'est que sortir de l'entre-soi pour faire de la conduite de projet, c'est très bien, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que sortir de l'entre-soi, c'est pas juste apprendre à parler aux directions ou aux prescripteurs, c'est aussi arrêter de se taper les uns sur les autres parce qu'on vient pas du même endroit et peut-être aussi arrêter de protéger une image idéalisée du secteur au détriment du silence de ce qui s'y passe et de la mise au banc de certains parce qu'ils viennent pas des mêmes horizons, parce que ça dessert le message. Ça c'était la petite, c'est un peu le truc un peu moins chouette. C'est pas le truc le moins chouette, c'est le truc peut-être le plus intéressant. De toute façon, c'est un vrai sujet au sein du CIPME et les préoccupations au niveau du CA, c'est vraiment un tourne-tête qu'on ne sait plus par quel... Enfin, on a espoir par rapport à ce qu'on a évoqué hier à l'Assemblée Générale du travail qui est en train de se faire, mais quand Alix parle de violence entre les gens, on s'aperçoit aussi que le CIPME a passé tout un temps à essayer de définir des métiers, de saucissonner l'hypothérapeute, l'équithérapeute. Bon, moi je suis vice-président du CIPME, je n'ai pas participé parce que je suis arrivé. Mais l'histoire veut, parce que je suis dans le rôle depuis les années 70, l'histoire veut que toujours eu une conflictualité. L'idée de la prise en charge soignante et l'idée d'une prise en charge purement sportive, ça c'était facile, mais c'est l'entre-deux qui est compliqué. C'est-à-dire cette espèce de ventre mou qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien, qu'on a envie d'attaquer, sur lequel le travail qu'on fait sur la qualification du métier, je pense que ça va être un chemin long mais difficile, mais on va y arriver. Et Alex, c'est fidèle à toi-même, hein. Moi je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur une autre intervention, elle touche du doigt des réalités, j'étais directeur d'établissement. Parlons le langage des autres pour pouvoir poser nos pratiques. Maintenant qu'on a un peu de temps, est-ce que vous avez des questions très concrètes, des situations, on peut faire du brainstorming tous ensemble? Je voulais peut-être juste, de ce chiffre de 48 sur 60. Tu peux remettre la diapo? Il est peut-être à prendre avec précaution parce qu'on sait quand il y a des possibilités comme ça de s'exprimer, on s'exprime plus facilement quand on a de la rancœur que quand on a un avis positif sur quelque chose. On l'observe ça sur les réseaux sociaux, dans les commentaires ou les enquêtes. Les clients, entre guillemets, ou les personnes interrogées vont plus facilement prendre le temps de faire part de leur mécontentement que de leur avis positif. Mais il n'empêche que c'est quand même déstabilisant comme retour sur une enquête qui n'avait rien à voir avec ce sujet, on est d'accord. Mais peut-être que c'est à prendre avec des pincettes, parce que est-ce que les personnes ont utilisé ce biais-là pour faire part de leur mécontentement, tout en sachant que ce serait réutilisé aujourd'hui et que le message passerait? Non, Oui, alors, bon, Moi je peux intervenir parce que du coup j'ai répondu au questionnaire. Oui. Moi ça fait très longtemps que je suis dans la partie aussi. Oui. Et maintenant je pense être presque aux dernières étapes parce que du coup on est un peu costaud et ça va beaucoup mieux. Et en fait c'était très très ouvert et la question c'était qu'est-ce qui vous a plus mis des freins pour développer votre pratique? Est-ce que c'était justement comment aller vers les gens, les institutions, etc. Et moi, très concrètement, je dis, non, ce qui était insupportable, c'était les autres praticiens qui dévalorisaient mes pratiques. Et j'étais là, en vrai, c'est ce que vraiment j'ai vécu, mais je pensais pas qu'il y ait autant de gens, que c'était ça aussi. Du coup, moi, je me dis, j'étais pas tout seul. Et ça c'est pas que ça me fait plaisir, je trouve ça horrible, mais du coup, maintenant, en tant que plus gros, on peut avoir un regard plus gentil sur ce qui se passe et
et se dire ben merde en fait j'étais pas toute seule et je pensais vraiment être un cas un peu à part parce que voilà, mais non, en fait je suis pas un cas à part, c'est très bien. Moi, si je peux juste expliquer, on a démarré il y a 7 ans, je suis dans le département des Ardennes, et c'est vrai que j'ai fait le tour un petit peu des centres équestres et tout aux alentours pour tisser des partenariats. Et quand j'ai vu parfois les crocs que certains sortaient, entre guillemets, alors que je me suis dit qu'on aurait pu avoir une belle complémentarité, qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est qu'il y a des clients qui viennent chez nous, qui vont chez eux aussi, et je trouve ça fantastique parce que les besoins, enfin ce qui va y être pratiqué va être complètement différent et complémentaire. Du coup, ça a engendré quoi? Ça a engendré quand même une double activité 5 ans, enfin marié, 2 enfants, très compliqué. On s'est mis dans le rouge, dans les 48. Voilà, aujourd'hui on a réussi à avoir notre chez nous pour travailler avec nos infrastructures, mais à quel prix? Et quand je vois ce matin qu'on parle de 40% environ des personnes qui font de l'accompagnement, qui sont en souffrance, je le comprends et je l'entends. Enfin, c'est vraiment un long parcours, c'est un beau métier que beaucoup de monde veut faire. Mais c'est un métier qui demande énormément d'énergie, d'adaptabilité, y compris pour aller chercher des financements. C'est un mort la fin. On est d'accord, C'est très très dur. Il faut avoir du mordant, c'est quand même costaud. Oui. Oui, je vais répondre aux trois. Oui, c'est très dur parce que souvent, c'est même pas le fait d'être mauvais, c'est que juste, on n'est pas formé à conduire des projets. Alors, je ne vais pas dire conduite de projet parce que j'ai vérifié les plaquettes des formations et ça apparaît. Mais ces enjeux de traduction et stratégique entre vraiment, c'est pas juste non, je vais devoir me vendre, je vais devoir me dévoyer. Non, il faut juste être aligné et conscient des impératifs de chacun. Je veux dire, on ne demande pas au boulanger de faire vendre des légumes. Enfin, voilà. Et c'est la logique. Et parfois, c'est ce qui permet que le soin arrive. Donc, faut être multicasquette. Après, sur le fait que ça soit orienté, que ça soit réutilisé aujourd'hui. Alors, moi, c'est pas du tout ma manière de penser. Je pense que ma formation Dans ton premier slide, il y a quand même un pourcentage de gens qui vivent pas de leur métier. Ah oui, mais ça c'est l'enquête de l'IFCE, c'est pas moi. Mais je veux dire, sur le fait de la suspicion de la parole et que des gens mentent sur ça, etc. Bon, vous regarderez avec qui je travaille, c'est pas du tout... Ah, mais il s'agit pas, mon intervention c'était pas du tout ça. Oui, oui. Il s'agit plutôt d'un biais de compréhension que peut-être les personnes ont effectivement vu cette question et ont Faudrait que je les ressorte. fait remonter des expériences Oui, passées. mais ça c'est la relativer. Voilà. Il faut toujours une... Ah non, il s'agit pas. Oui, mais ça, après, moi, c'est peut-être quelque chose de génération, mais moi, je minimise jamais lorsqu'on me dit que ça a été compliqué relationnellement avec d'autres praticiens. En fait, je vais pas chercher plus loin. Si on m'a dit j'ai eu du mal à trouver un lieu de stage parce que je venais de telle école et que machin et machin s'entendaient pas, quand on me dit moi, on n'a pas voulu de moi parce que j'étais enseignante d'équitation et que, alors que je faisais ça chez moi, quand on me dit ah non, mais moi j'étais cadre de santé, mais du coup j'étais trop loin du terrain, alors bah non, j'avais plus de légitimité, et puis en plus on était jaloux parce que j'avais un salaire à 4 chiffres, etc., etc. Voilà. La part de l'équicoaching vis-à-vis des autres activités de la médiation équine, j'ai l'impression que c'est assez plutôt médiation équine au sens équithérapie, non? Là j'ai dit médiation équine, mais il y avait de tout dans ce que j'ai répondu. J'ai essayé d'être... Non, des équicoachs, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors en fait, je ne sais pas par quel biais le formulaire a circulé. En fait, je n'ai pas réussi à comprendre. C'était un questionnaire que je n'ai pas envoyé à moi-même. Je l'ai mis il y a 10 jours sur LinkedIn. Et d'une manière ou d'une autre, il a été relayé en privé, dans des biais que je n'ai pas maîtrisés du tout, parce que moi j'étais un peu à l'arrache, c'est la fin d'année, c'est les rendus, voilà. Donc j'étais un peu dépassée par la chose, donc je ne sais pas... La pratique était mentionnée ou pas? Pas du tout. En fait, moi c'était au tout début, en fait moi j'ai pas fait de discrimination, les gens disaient comment ils se qualifiaient s'ils avaient envie, mais c'était pas ce qui m'intéressait en fait. Moi je voulais savoir les points de friction, là où c'était difficile pour se pérenniser et ou pour changer d'échelle. Et les situations concrètes. C'est juste pour essayer de comprendre et puis oui, bien sûr. quelle catégorie. Mais après, il y en a eu des anonymes aussi, alors qui ont peut-être mis moins d'informations sur exactement de qui ils étaient. Même si dans les autres réponses, quand je regarde le reste du questionnaire, on se rend compte que c'est quand même bien des praticiens parce qu'il y a des problématiques qu'ils rencontrent qui sont pas hors sol, on va dire, ce qui permet de... Et j'en ai eu 2 ou 3 de réponses aussi qui m'ont pris toutes mes questions à rebours. Donc ça, je trouve que c'est un peu aussi
pas symptomatique, mais que ça montre un peu la pratique. C'est-à-dire, je veux dire, quel est, par exemple, est-ce que parfois vous avez l'impression de facturer trop cher ou de sous-facturer? Et j'ai des stratégies qui ont été de me dire ah mais pour qui, pourquoi, et puis la valeur du prix, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, des réponses un peu comme ça. Bon voilà, ils sont dans les 63, je les ai comptés, mais bon c'était pas ce que j'étais venue chercher quoi. Je veux dire, si c'est pour me faire réécrire mes questions, c'était pas vraiment... Mais voilà, peut-être aussi des mécanismes de défense, voilà, et puis quelle légitimité pour qui, pourquoi, enfin qui je suis pour poser le mot légitimité, enfin bref voilà, des choses un peu comme ça. Mais voilà, je pense que ça demanderait d'être un peu plus large. Et puis après, de moi, ce que j'ai vu des échanges divers et variés, je suis surprise sans être surprise, mais il faut bien que quelqu'un mette les pieds dans le plat. Moi, je vous félicite et surtout, ça répond à un réel besoin énorme et viscéral aujourd'hui. Moi, je me rends compte parce que j'ai une école d'équicoaching, je forme, et il y a une demande de ça. Et j'ai rajouté ce volet-là dans ma formation, alors que je pensais que l'intervision entre élèves permettrait de dire allez, on se lance, comment, qui, que... Bon. Donc ça, c'est merveilleux. Et surtout, je fais des supervisions, des masterclass pour des équicoachs ou des médiatrices et médiateurs équins qui ont déjà une pratique et qui sont avancés. Et quand j'ai lancé ces supervisions et ces analyses de pratique, je me disais on va parler pratique à fond. Et maintenant, tout le monde parle fric. Et c'est normal parce que c'est dur et que c'est une activité de complément et qu'on complémente et qu'il y a des impératifs et tout ça. Donc merci pour ça, ça répond à une grande attente. Et maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, c'est comment diffuser ça, le rendre disponible à tous les gens qui sont en demande d'informations pratiques pour pouvoir calibrer leurs propositions, aller chercher des financements, etc. En gros, est-ce que vous allez rendre ça disponible? De quelle manière? Par quel biais? Alors, je ne vais pas aller jusqu'à un peu... Enfin, j'adore l'enseignement, quelque chose que j'aime beaucoup, et tout ça, ça s'apparente pour les structures à ce qu'on appelle un peu de l'audit stratégique aussi. J'avais pas la casquette a priori pour travailler éventuellement avec les écoles de formation, ou en tout cas la rencontre était peut-être pas encore évidente, même si moi ça me dérangerait pas du tout d'ailleurs. Rendre ça disponible, je pense que des formulaires, pour l'instant c'est trop large et ça serait faire perdre de la donnée pour des gens pas pertinents, parce qu'il faut quand même s'adapter au type de profil. Par contre, intervenir en formation et me balader un peu partout, avec grand plaisir. Mais en tout cas, vous pouvez déjà, si vous m'envoyez un mail, vous aurez déjà ce diapo. Et après, je pense que c'est aussi que ceux qui forment, que ceux qui sont responsables acceptent de briser cette espèce de plafond de verre que la pratique de soins assistés par le cheval, il faut nécessairement la présenter comme quelque chose de génial. Mais tu as évoqué le sujet tout à l'heure en disant en fait quand vous allez présenter votre activité, vous parlez de vous, de ce que vous faites, de votre passion. Mais, ah non mais la majorité est comme ça. Oui mais non. Sauf ceux qui ont une activité un petit peu plus longue et qui se sont confrontés au dédale du dispositif. Mais un jeune qui arrive sur le chantier et qui dit, je ne sais pas par quel bout prendre le sujet, effectivement, les premières présentations... Oui, et puis il faut aussi dire que si on présente pour avoir de l'argent de cette manière-là, ça n'entache rien à la valeur individuelle de la personne. C'est-à-dire, c'est pas pourvoyer que d'aller voir un directeur en lui disant bah, vous allez gagner tant, vous allez me rapporter tant, vous pouvez défiscaliser tant, et voilà, ça vous va gagner tant de points sur votre indice qualité. Et même si vous êtes embauché dans un établissement, un IME, un foyer, peu importe, toute sorte de structure, pour faire, à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose dans votre atelier, vous allez devoir passer par le chef de service qui va en rendre compte au directeur, éventuellement dans le cadre d'une petite commission, et vous allez dire, bon bah, là je vais vous demander tant pour cette activité-là qui sort un petit peu du cadre, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? À chaque fois il y a une négociation comme ça. Et votre crédibilité, elle vient de rendre compte de votre pratique. Si vous savez rendre compte de votre pratique et de ce qu'elle donne dans le cadre du projet pédagogique ou thérapeutique de l'établissement, et que ça correspond, là vous êtes sur un balançoire qui fonctionne. Ah, voilà, c'est ça. Et puis le mot positif de la fin à garder, c'est que ça se travaille et qu'en fait ça s'écrit. Et qu'une fois que c'est écrit, que vous les avez révisés un peu,
et ben vous pouvez aller partout avec ces blocs de présentation, ces blocs d'objection. Vous n'avez pas besoin d'être géniaux en rédaction pour y arriver. En fait, moi j'ai envie de démystifier cette chose, c'est on peut le faire, c'est accessible, faut se poser, faut travailler un peu. Pourquoi pas vous en fait, enfin, voilà.